Mes parents m'ont forcé à abandonner mon bébé. 20 ans plus tard, nous avons gâché leur fête, leurs visages sont devenus pâles. Tu vas gâcher ta vie, dit mon père, en forçant le stylo dans ma main tremblante alors que j'étais allongé sur le lit d'hôpital, mon corps encore endolori par l'accouchement. Je me souviens comment l'encre s'est étalée à travers mes larmes lorsque j'ai signé l'abandon de ma fille. Pendant 20 ans, j'ai maintenu leur parfaite façade, la belle fille qui avait fait une dépression nerveuse au lycée, devenue une photographe à succès menant la vie qu'ils avaient planifiée pour moi. Chaque anniversaire, je préparais un cupcake pour un enfant dont je n'avais pas le droit de savoir qu'il existait, je prenais un autoportrait en le tenant, documentant mon chagrin en secret. Mes parents pensaient avoir enterré cette erreur pour toujours, utilisant les relations judiciaires de mon père pour créer une adoption hermétique qui ne pourrait jamais être retracée. Ils n'ont jamais imaginé qu'elle me retrouverait malgré tout. Jamais rêvé que nous entrerions main dans la main à leur gala du 40e anniversaire. Le verre de champagne de maman s'est brisé sur le sol en marbre quand elle a vu le visage de ma fille, mon visage la fixant en retour. Impossible, a-t-elle murmuré. Mais nous étions là. 2 décennies de secrets sur le point de s'effondrer comme un château de cartes. Vous voyez, les gens puissants oublient une chose, la vérité ne reste pas enfouie éternellement. Et l'amour d'une mère, même celui qu'ils ont essayé d'effacer, est la force la plus dangereuse de toutes. Juste avant de reprendre, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné, car l'épisode spécial de demain est un épisode que vous ne voulez absolument pas manquer. Le carrelage de la salle de bain était froid contre mes jambes alors que j'étais assise là, fixant le bâtonnet en plastique dans mes mains tremblantes. 2 lignes roses, claires comme le jour. J'avais 17 ans et j'étais enceinte. En bas, le tintement des verres à vin et les rires polis du dîner mensuel de quartier de mes parents montaient par les conduits d'aération. Le fameux bœuf Wellington de maman devait circuler à ce moment précis, papa remplissant les verres de son cabernet soigneusement sélectionné tout en discutant des valeurs immobilières et de la politique du conseil scolaire. Emma Wilson, élève modèle et belle-fille, était sur le point de faire voler en éclats leur monde parfait. J'ai pressé mes mains contre mon ventre encore plat. Dedans se trouvait le bébé de Tyler, Tyler Adams, avec son blouson de cuir usé et sa moto qui faisait se contracter la mâchoire de mon père chaque fois qu'elle vrombissait dans notre rue de banlieue immaculée. Ce garçon, c'est des ennuis, disait papa, sans même prendre la peine de baisser la voix lorsque Tyler venait me chercher pour l'une de nos séances d'études approuvées par les parents à la bibliothèque, ces séances qui se terminaient généralement par nous, garés au réservoir, enlacés sur la banquette arrière de sa voiture, planifiant notre évasion de cette ville étouffante après le diplôme. On ira en Californie, me chuchotait Tyler contre les cheveux. Je travaillerai dans la construction avec mon cousin pendant que tu prendras des cours de photo. On vivra dans un petit appartement près de la plage et on sera libre. Cela semblait si possible à l'époque. Maintenant, ces rêves ressemblaient à de la fumée s'échappant entre mes doigts. Quand le dernier invité est enfin parti cette nuit-là, je suis descendu avec des jambes de bois. Mes parents étaient dans la cuisine, maman essuyant des comptoirs déjà impeccables, tandis que papa desserrait sa cravate, se servant un dernier whisky. J'ai besoin de vous parler, dis-je, ma voix me paraissant étrange. Ça peut attendre demain matin, chérie? La nuit a été longue, dit maman sans lever les yeux. Non. La finalité dans ma voix les fit se retourner tous les deux. Je suis enceinte. Le silence qui suivit fut absolu. Puis le verre de whisky de papa se brisa contre le mur, le liquide ambré coulant sur le papier peint de créateur comme des larmes. Que as-tu dit? Sa voix était mortellement calme. Richard, s'il te plaît, murmura maman, sa main voletant à sa gorge. Je suis enceinte, répétai-je. D'environ 2 mois. Cette ordure de motard, cracha papa. Je t'avais dit qu'il n'était pas fréquentable. Maman s'affaissa sur une chaise, le visage cendré. Que vont dire les gens? La fille des Henderson vient d'être admise à Yale. Le fils des Miller fait un stage chez un sénateur cet été. Et notre fille est. Elle ne put finir, fondant en sanglots. Papa arpentait la cuisine comme un animal en cage. Le juge Richard Wilson, respecté par toute la communauté, craint dans son tribunal, était maintenant confronté à un scandale dans sa propre maison. Voici ce qui va se passer, dit-il finalement, se tenant au-dessus de moi. Tu seras envoyé chez ta tante Patricia dans le Minnesota. On dira aux gens que tu l'aides à prendre soin d'elle après son opération. Tante Patricia, fronçai-je les sourcils. Elle vit en Floride. Pas cette tante-là, intervint maman. Ma cousine Patricia.
tu l'as rencontrée une fois à un enterrement. J'ai découvert plus tard que, tante Patricia, était en réalité Pisseful l'Horizon, un établissement pour mères célibataires, niché dans la campagne du Minnesota, un endroit où les filles comme moi disparaissaient jusqu'à ce que leurs problèmes soient résolus. Tu auras le bébé là-bas et tu le donneras à l'adoption. Ensuite, tu rentreras à la maison, tu finiras tes études, et nous ne reparlerons plus jamais de ça, continua papa, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Cette erreur ne fera pas dérailler ton avenir. Non, dis-je en me levant. Je veux garder mon bébé. Tyler et moi. Tyler? Papa rit, un son horrible. Tyler ne sera plus un problème. Mon sang se glaça. Que veux-tu dire? Son père vient de recevoir une offre d'emploi très généreuse en Arizona. Il déménage la semaine prochaine. Je courus vers le téléphone, mais papa me bloqua le passage. Tes privilèges téléphoniques sont révoqués, ainsi que ton accès à Internet. Cette situation sera gérée à ma façon. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, écoutant mes parents se disputer en bas, des mots comme « réputation » et « limitation des dégâts » montant par le conduit de chauffage. Je posai ma main sur mon ventre et chuchotai des promesses que je craignais déjà de ne pas pouvoir tenir. La semaine suivante passa dans un flou de portes verrouillées et de passages surveillés aux toilettes. Maman appela l'école pour signaler que j'avais la mononucléose et que je serais absente pour une durée indéterminée. Mon téléphone fut confisqué, mon ordinateur portable retiré. Je devins prisonnière dans ma propre maison. Ma seule alliée apparut de manière inattendue lorsque grand-mère Elisa arriva pour une visite imprévue. Elle jeta un coup d'œil à mon visage pâle et à mes yeux rougis et sut que quelque chose n'allait pas. Il m'envoie au loin, murmurai-je lorsque nous eûmes un moment seuls dans le jardin. Il me force à abandonner mon bébé. Le visage de grand-mère se durcit d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. L'histoire se répète, marmonna-t-elle. Avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, elle me glissa un petit téléphone à clapet et une enveloppe dans les mains. Cache ça. Le téléphone a mon numéro programmé. L'enveloppe contient assez d'argent pour que tu viennes me voir si les choses empirent. Ce n'est pas juste, Emma. Peu importe ce que dit Richard. Le lendemain matin, grand-mère était partie. Ta grand-mère ne se sentait pas bien et a décidé de rentrer plus tôt, dit maman, sans croiser mon regard au petit déjeuner. 3 jours plus tard, j'étais emmitouflé dans la Mercedes de papa à l'aube. Maman n'est pas venue, prétextant une migraine, mais incapable de cacher son soulagement de ne pas avoir à affronter ce qui se passait. Nous avons roulé pendant des heures, papa ne parlant que pour répondre à des appels professionnels, agissant comme si sa fille enceinte n'était pas assise juste à côté de lui. Pisseful l'Horizon ne ressemblait en rien à sa brochure. La maison victorienne convertie avait des barreaux aux fenêtres des étages supérieurs et une réception qui ressemblait plus à un centre de traitement. Des formulaires furent signés, de l'argent échangé, et soudain papa retournait à sa voiture. « Papa, s'il te plaît » l'appelai-je, la panique montant dans ma gorge. « Ne me laisse pas ici. » Il s'arrêta, redressa sa cravate et, sans se retourner, dit « C'est pour ton bien, Emma. Un jour, tu me remercieras. » Ce fut la dernière fois que je le vis jusqu'au jour où j'accouchai. Pisseful l'Horizon était géré avec une précision militaire, réveil à 6 heures, repas en commun où nous n'avions pas le droit de discuter de nos situations, cours sur le comportement féminin approprié et séances de conseil qui n'étaient rien de plus qu'un endoctrinement sur les raisons pour lesquelles nous étions inaptes à être mères. Les filles comme vous ont besoin d'un nouveau départ, disait Madame Blackwood, la directrice. Le plus grand cadeau que vous puissiez faire à votre bébé est une vraie famille. La nuit, je m'allongeais dans mon lit étroit et chuchotais à mon ventre qui grossissait, utilisant le téléphone interdit de grand-mère pour essayer de joindre Tyler. Son numéro était déconnecté. J'ai essayé des amis communs, mais personne ne voulait me parler. C'était comme si j'avais cessé d'exister au moment où j'avais quitté la ville. Les autres filles devinrent ma bouée de sauvetage, Sarah, qui prévoyait de s'enfuir après son accouchement, Melissa, dont le petit ami ne savait pas où elle était, Jessica, dont les parents l'avaient surprise avec une autre fille et avaient décidé qu'une grossesse avec un donneur était le remède. 7 mois passèrent ainsi, mon corps changeant tandis que mon esprit s'usait sous la pression constante. Puis, 3 semaines avant ma date d'accouchement prévue, je suis entré en travail prématurément. La douleur était différente de tout ce que j'avais imaginé, aggravée par le détachement clinique du personnel, pas de main à tenir, pas de voix apaisantes, juste des instructions cliniques pour pousser et respirer. Après 14 heures, ma fille est entrée dans le monde avec un cri qui a brisé quelque chose en moi.
C'est une fille, dit l'infirmière sèchement, emmaillotant rapidement le bébé et se déplaçant pour la nettoyer. Attendez, haletez-je. Je veux la tenir. Ce n'est pas conseillé, répondit-elle. Mais une infirmière plus jeune eut pitié de moi. Juste une minute, murmura-t-elle, plaçant le petit paquet dans mes bras. Elle était parfaite, de minuscules doigts, une touffe de cheveux noirs comme ceux de Tyler, mon nez. Je l'ai nommée Hope à ce moment-là, bien que je sache que ce nom ne la suivrait pas. J'ai mémorisé chaque détail de son visage, sachant que ces minutes étaient peut-être tout ce que nous aurions jamais. 2 heures plus tard, ils l'ont emmenée à la nurserie, promettant qu'elle reviendrait pour la téter. À la place, mon père est entré, accompagné d'un homme avec une mallette. « Voici Monsieur Reynolds, dit papa. Il a les papiers d'adoption. » J'étais encore groggy à cause des médicaments et du manque de sommeil. Non, j'ai changé d'avis. Je veux la garder. Papa se pencha, sa voix basse, signe les papiers, Emma, ou je m'assurerai que tu n'iras jamais à l'université, que tu n'obtiendras jamais un emploi dans ce pays. Ta vie sera finie avant même d'avoir commencé. Tu ne peux pas faire ça, murmurai-je, bien que je sache qu'il le pouvait. Un juge respecté avec des relations dans tout le système judiciaire, il trouverait un moyen. Les parents adoptifs attendent, dit Monsieur Reynolds avec impatience. Un couple charmant, tous deux médecins. Votre bébé aura tous les avantages. Les larmes brouillant ma vision, j'ai signé là où il pointait. Chaque signature me donnait l'impression d'arracher un morceau de moi-même. Où est-elle? Puis-je lui dire au revoir, demandai-je quand ce fut fait. Elle est déjà partie, dit papa en redressant sa cravate. Une rupture nette est préférable pour tout le monde. Cette nuit-là, je me suis recroquevillé autour de l'espace vide dans mon corps où ma fille avait été et j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. La jeune infirmière qui m'avait laissé tenir Hope s'est glissée à l'intérieur et m'a placé quelque chose dans la main, un minuscule bracelet d'hôpital et une unique photo Polaroid. Je suis désolé, murmura-t-elle. C'est tout ce que j'ai pu sauver pour vous. 2 semaines plus tard, je suis rentré chez moi, censé reprendre ma vie comme si de rien n'était. Maman avait redécoré ma chambre, enlevant tout ce qui pourrait me rappeler mon absence. Mes anciens vêtements flottaient sur mon corps post-grossesse. Tu as tellement maigri avec cette mononucléose, disait-elle quand les voisins s'enquéraient. Mais tu es en voie de guérison maintenant. Les couloirs du lycée Jefferson ressemblaient à un pays étranger. Les amis avaient évolué, formant de nouvelles alliances en mon absence. Les rumeurs circulaient, dépression nerveuse, cure de désintoxication, troubles alimentaires secrets. Personne ne devinait la vérité. Emma Madison Clark, autrefois ma meilleure amie, me fit un signe de la main sans enthousiasme à la cafétéria. On t'a gardé une place. Le déjeuner était un exercice consistant à faire semblant de s'intéresser au comité de bal de fin d'année et aux candidatures universitaires pendant que mes seins me faisaient mal à cause du lait qui ne nourrirait jamais mon bébé. Je me suis excusé 2 fois pour pleurer dans la cabine des toilettes, pressant mon front contre la porte métallique froide. La maison était pire. Mes parents avaient perfectionné l'art de la mémoire sélective, créant une fiction élaborée où l'année écoulée n'avait jamais existé. Les photos de famille étaient méticuleusement arrangées pour montrer le récit parfait de la famille Wilson, vacances, fêtes, récompenses scolaires, une histoire sans rupture ni perte. Harvard a envoyé une autre brochure, dit maman lors d'un dîner un soir, glissant le dépliant brillant vers moi. Les études préparatoires de droit seraient parfaites avec ton expérience en débat. Je le repoussai. Le droit ne m'intéresse pas, ne sois pas ridicule, dit papa sans lever les yeux de son steak. Avec tes notes et mes relations, tu es une candidate idéale. J'ai dit que ça ne m'intéressait pas, ma voix était plus forte que prévu. Le couteau de papa crissa contre son assiette. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tout ce que tu as fait pour moi. Je ris, un son amer. Tu veux dire comme me forcer à abandonner mon bébé, comme ça? Le verre d'eau de maman se renversa, se répandant sur la nappe importée. Emma, nous ne discutons pas de cet incident. C'est derrière nous maintenant. C'est derrière vous, dis-je en me levant. Ce ne sera jamais derrière moi. Cette nuit-là, j'ai postulé au programme de photographie de l'Université d'État de New York, aussi loin des études préparatoires de droit et aussi loin de chez moi que mes économies me le permettaient. Quand la lettre d'acceptation et de bourse est arrivée, je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine comme une déclaration de guerre. La veille de mon départ pour l'université, maman m'a trouvé en train d'emballer mon matériel photographique. La photographie n'est pas une vraie carrière, Emma.
tu gâches ton potentiel. J'ai continué à envelopper les objectifs dans un tissu doux. Tu peux prétendre que je n'ai jamais eu de fille, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Quelque part, il y a une petite fille avec mes yeux et les cheveux de Tyler. Et un jour, je vais la retrouver. Le visage de maman pâlit. Cette porte est fermée pour le bien de tout le monde, y compris le sien. Tu n'as plus à en décider. L'université devint mon sanctuaire. Le professeur Janet Reynolds reconnut quelque chose dans mon travail lors du cours de photographie de première année, les balançoires vides, les mères et les enfants photographiés à distance, observant toujours, ne participant jamais. Vos images portent le deuil, dit-elle lors d'une évaluation de portfolio. Il y a quelque chose que vous travaillez ici. Elle devint la première personne à qui je racontais toute la vérité. Nous restâmes assises dans son bureau encombré longtemps après les heures de travail, des tasses de café vides entre nous, pendant que je déroulais mon histoire. Quand j'eus fini, elle n'offrit pas de platitude sur le temps qui guérit toutes les blessures. Certaines pertes nous remodèlent pour toujours, dit-elle. Au lieu de cela, la question est de savoir si nous les laissons nous détruire ou nous alimenter. Sous sa tutelle, j'ai canalisé ma douleur dans mon travail. J'ai fait du bénévolat dans un studio de portrait spécialisé dans la photographie de nouveau-nés, une forme de torture et de guérison magnifique. Chaque petit visage que je capturais à travers mon objectif était un substitut à la fille que j'avais perdue. Au premier anniversaire de Hope, j'ai préparé un cupcake avec un glaçage rose, y ai planté une seule bougie et j'ai pris un autoportrait en le tenant. C'est devenu mon rituel, un cupcake d'anniversaire et un portrait chaque année, documentant mon chagrin et ma croissance, créant une chronologie visuelle de l'absence. Les relations allaient et venaient, Brad de mon séminaire de photographie, qui ne comprenait pas pourquoi je me retirais quand les choses devenaient sérieuses, Michael du journal du campus, qui m'a qualifié émotionnellement indisponible, après 3 mois de relation, Ethan, qui s'est le plus approché de briser mes murs avant de finalement s'éloigner, frustré par la barrière invisible que je ne pouvais expliquer. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, a-t-il dit lors de notre dernière dispute. Une partie de toi que tu ne veux pas partager. Il avait raison, bien sûr. Comment pouvais-je partager la partie la plus importante de moi-même, la maternité, alors que mes bras restaient vides? Après le départ d'Ethan, j'ai finalement cherché une thérapie. Le docteur Lisa Wagner était spécialisée dans les traumatismes liés à l'adoption et a passé des mois à m'aider à naviguer dans mon chagrin sans m'y noyer. Vous avez vécu une perte profonde dans des circonstances coercitives, a-t-elle dit lors d'une séance. Vos parents ont invalidé à la fois votre perte et votre droit de la ressentir. Pas étonnant que vous ayez du mal à nouer des liens. Les visites de vacances à la maison devinrent des exercices d'endurance émotionnelle. Papa avait été nommé à la magistrature fédérale. Sa carrière montait en flèche tandis que le statut social de ma mère grandissait parallèlement. Leur carte de Noël montrait une famille souriante et prospère, papa dans sa robe de juge, maman dans des conseils d'administration caritatifs, moi retouché et posant avec mon appareil photo, mes réalisations soigneusement sélectionnées. Pendant Thanksgiving, lors de ma 3e année d'université, j'ai découvert quelque chose qui a brisé même notre paix fragile. En cherchant des piles de rechange dans le tiroir du bureau de maman, j'ai trouvé un dossier portant mes initiales. À l'intérieur se trouvaient des rapports périodiques d'une certaine Suzanne, détaillant le développement d'un enfant, premier pas, premier mot, progrès en maternelle. Mes mains tremblaient en réalisant ce que je tenais. Ils avaient suivi ma fille sans me le dire. J'ai confronté maman dans la cuisine, agitant les papiers. « Comment as-tu pu me cacher ça ?» Son visage se durcit alors qu'elle arrachait le dossier. « Tu n'avais aucun droit de fouiller dans mes affaires. Et tu n'avais aucun droit à des informations sur ma fille que tu m'as refusées. » La paume de maman heurta ma joue, la gifle résonnant dans la cuisine impeccable. « Tu ne mentionneras plus jamais cette erreur dans cette maison. Ton père a sauvé ton avenir. Montre un peu de gratitude. » J'ai fait mes valises cette nuit-là et ne suis pas revenu pendant 2 ans. La photographie devint mon salut et, finalement, ma carrière. Je me suis spécialisé dans les projets documentaires sur la séparation familiale, famille d'accueil, expulsion, incarcération. Mon premier livre, Enfants invisibles, présentait des portraits en noir et blanc de parents et d'enfants séparés par des systèmes plus grands qu'eux. Lorsqu'il a attiré l'attention nationale, mes parents ont appelé pour la première fois depuis notre dispute. Ce comportement de recherche d'attention doit cesser, dit papa, sa voix froide. Les gens commencent à se poser des questions. Bien, répondis-je avant de raccrocher. À l'approche du 18e anniversaire de Hope, je me sentais de plus en plus agité.
Les obstacles juridiques au contact allaient bientôt se dissoudre, mais la peur du rejet me paralysait. Et si elle me détestait de l'avoir abandonné? Et si ses parents adoptifs lui avaient dit que je l'avais abandonné volontairement? Le jour de ses 18 ans, je me suis enfin inscrite sur un registre de retrouvailles d'adoption, laissant des miettes de pain numérique pour qu'elle les trouve si jamais elle cherchait. C'était terrifiant et libérateur, tout à la fois le premier pas concret vers des retrouvailles que je désirais et redoutais à la fois. Je ne m'attendais jamais à ce que ce pas porte ses fruits aussi rapidement. 2 années s'écoulèrent après mon inscription au registre des adoptions. J'avais déménagé à Boston pour un poste d'enseignante au Massachusetts College of Art tout en poursuivant mon travail documentaire. Mon appartement loft surplombait la rivière Charles, ses murs couverts de tirages de mes voyages tout parfaitement agencés pour une vie solitaire que je m'étais convaincu être suffisamment épanouissante. L'email arriva un mardi matin ordinaire, objet, je pense que vous pourriez être ma mère biologique. Je fixai ma boîte de réception pendant une minute entière avant que mes doigts tremblants ne puissent cliquer sur le message. L'écran de l'ordinateur portable se brouilla alors que les larmes remplissaient mes yeux. Je m'appelle Lily Anderson. Je suis né le 15 avril 2003, à Piseful Horizon dans le Minnesota. Je cherche ma mère biologique depuis 3 ans et je crois que vous pourriez être elle. Si je me trompe, je m'excuse pour l'intrusion. Sinon, j'aimerais beaucoup entrer en contact avec vous. Je m'effondrai sur mon canapé, incapable de respirer correctement. Pendant 20 ans, j'avais imaginé ce moment, élaboré des réponses parfaites dans ma tête, répété ce que je dirais. Maintenant que c'était là, les mots me manquaient complètement. Il fallut 3 heures et 4 brouillons de réponses avant que j'écrive simplement « Oui, je suis ta mère. Je te cherchais aussi. J'adorerais parler quand tu seras prête. » Nous avons organisé un appel vidéo pour le lendemain soir. J'ai passé les heures intermédiaires à alterner entre le nettoyage de mon appartement déjà impeccable et la contemplation de vieilles photos, me demandant quels traits elle aurait pu hériter. Quand le visage de Lily apparut sur mon écran, le temps sembla s'arrêter. Elle avait mes pommettes hautes et ma peau claire, mais les yeux marron foncé de Tyler et la légère fossette sur sa joue gauche quand elle souriait nerveusement. Ses cheveux noirs tombaient en vagues sur ses épaules, si semblables aux miens à son âge. « Salut, dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Salut, fis-je écho, essuyant mes larmes. Je suis désolé, je m'étais promis de ne pas pleurer immédiatement. Mais ce n'est pas grave, j'ai pleuré pendant 1 heure avant d'appeler. » Elle rit, et je reconnus mon propre rire dans le sien. C'est surréaliste. Complètement surréaliste, acquiesçai-je. Tu es si belle. Je te ressemble, dit-elle. Je fixe la photo de la jaquette de ton livre depuis des mois, essayant de me retrouver dans ton visage. Tu m'as trouvé grâce à mon travail? Elle hocha la tête. Mon professeur de photographie nous a donné à lire Enfants invisibles. Dès que j'ai vu ta photo et lu ta biographie mentionnant « Vous avez grandi près de Minneapolis », quelque chose a fait tilt. Je cherchais depuis 3 ans avec presque rien sur quoi m'appuyer. Pendant que Lily parlait, elle expliqua les obstacles qu'elle avait rencontrés, dossiers scellés, documents manquants, réorientation constante. Son adoption avait été gérée par un avocat privé plutôt que par une agence, rendant les méthodes de recherche traditionnelles presque inutiles. C'est comme si quelqu'un avait délibérément rendu la traçabilité impossible, dit-elle, la frustration évidente. Les papiers d'adoption indiquent que ma mère biologique s'appelle Jane Smith. Pas vraiment utile. C'était l'œuvre de mon père, dis-je doucement. Il est juge fédéral maintenant. À l'époque, il était juge de comté avec suffisamment de relations pour s'assurer que tout soit enterré. Pourquoi? La douleur dans sa question me brisa à nouveau le cœur. Parce que les apparences comptaient plus que les gens. Parce que ma grossesse était un scandale qui aurait pu nuire à sa carrière. Parce qu'il pensait faire ce qui était le mieux pour moi, même si cela signifiait détruire une partie de moi en cours de route. Je lui ai tout raconté, la claustration forcée, l'adoption sous contrainte, les années de silence. À chaque révélation, son expression oscillait entre le choc, la colère et une profonde tristesse. J'ai toujours pensé que tu m'avais abandonné volontairement, dit-elle finalement. Mes parents adoptifs, on leur a dit que tu voulais une adoption fermée, que tu étais une étudiante qui n'était pas prête pour la maternité. Je te voulais plus que tout, murmurai-je. Il ne s'est pas passé un jour sans que je ne pense à toi, sans que je me demande où tu étais, si tu étais heureuse. J'étais heureuse, m'assura-t-elle. Mes parents, David et Suzanne Anderson, ce sont de bonnes personnes. Ils m'ont aimé complètement. Ils me soutiennent dans ma recherche.
Ils ne connaissaient tout simplement pas la vérité non plus. Nous avons parlé pendant 6 heures cette première nuit, découvrant des manières communes à travers l'écran, la façon dont nous rentrions toutes les deux nos cheveux derrière l'oreille en réfléchissant, comment nous utilisions nos mains en expliquant quelque chose d'important, notre goût identique pour la photographie et les films classiques. J'étudie le cinéma à UCLA, me dit-elle, le documentaire, plus précisément. Je suppose que les gènes créatifs sont de famille. Tyler, ton père biologique, dessinait toujours. Un talent incroyable. J'hésitais. Voudrais-tu en savoir plus sur lui aussi? Absolument. Est-il possible de le contacter? J'ai admis que je n'avais pas parlé à Tyler depuis avant sa naissance. Mon père l'a menacé, a payé sa famille pour qu'elle déménage. Il n'a même jamais su que j'étais enceinte. Une autre pièce du puzzle qui nous avait été cachée à tous. Une semaine plus tard, je m'envolais pour Seattle, où Lily vivait avec ses parents adoptifs pendant les vacances scolaires. Le moment à l'aéroport où nous nous sommes étreintes pour la première fois que je tenais ma fille depuis ces brèves minutes après sa naissance fut à la fois guérisseur et déchirant. 20 ans de séparation s'effondrèrent en un instant. Nous avons passé la journée dans un café tranquille, parlant pendant des heures, nous découvrant mutuellement. Elle m'a montré des photos d'enfance sur son téléphone, récital de ballet, match de football, vacances en famille, une vie heureuse. Je lui ai montré les portraits au cupcake que j'avais pris chaque année pour son anniversaire, la preuve de mon souvenir constant. Je le sentais, dit-elle en étudiant la progression des images. Parfois, je devenais triste sans raison, généralement autour de mon anniversaire. Maman Suzanne disait que j'étais juste sensible, mais je pense que c'était peut-être toi qui me manquais. Lorsqu'elle mentionna des problèmes médicaux persistants, fatigue inexpliquée, douleurs articulaires que son médecin soupçonnait d'être génétiques, nos retrouvailles prirent une urgence supplémentaire. Est-ce que quelqu'un dans ta famille a eu des problèmes auto-immuns, demanda-t-elle. La question déclencha un souvenir. Ma grand-mère, ton arrière-grand-mère, Elisa, elle avait des symptômes similaires. On lui a finalement diagnostiqué un lupus. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. C'est ce pourquoi il me teste. Cela pourrait être une information très importante pour mon traitement. Le lendemain, j'ai rencontré David et Suzanne Anderson dans leur confortable maison de banlieue. Ils m'ont accueilli avec une chaleur prudente, clairement protecteur envers Lily mais désireux de combler le fossé de 20 ans entre nous. Nous avons toujours dit à Lily qu'elle était adoptée, expliqua Suzanne alors que nous étions assises dans leur salon. Nous voulions qu'elle sache à quel point elle était spéciale, à quel point elle était désirée. L'avocat nous a dit que vous étiez jeune mais que vous aviez pris une décision réfléchie pour l'avenir de votre enfant, ajouta David. Nous n'avions aucune idée de la coercition. Quand David mentionna qu'ils avaient payé le triple des frais d'adoption normaux pour un placement accéléré et garanti, une autre pièce du puzzle tomba en place. Mon père avait profité de ma douleur. En examinant ensemble les documents d'adoption de Lily, nous avons trouvé des incohérences troublantes. Ma signature avait été falsifiée sur plusieurs documents. Les formulaires d'antécédents médicaux étaient délibérément vagues ou manquants. Ce qui aurait dû être une adoption transparente et éthique avait été manipulé à chaque étape. Cela aurait pu avoir de graves conséquences sur la santé de Lily, dit Suzanne, visiblement bouleversée. Si elle a effectivement un lupus, comme votre grand-mère, une intervention précoce est cruciale. La prise de conscience que mes parents avaient non seulement pris mon enfant mais potentiellement mis sa santé en danger en retenant des informations médicales cruciales enflamma une fureur que je ne m'étais jamais pleinement autorisé à ressentir. Ce soir-là, alors que Lily et moi marchions le long du front de mer de Seattle, elle fit une suggestion inattendue. Le 40e anniversaire de tes parents approche, n'est-ce pas? Tu as mentionné avoir reçu une invitation. J'acquiesçai. Une formalité. Ils savent que je ne viendrai pas, et si nous y allions toutes les deux? Son expression était déterminée. Je veux rencontrer les gens qui ont décidé que je ne devais pas te connaître. Et je veux qu'ils voient ce qu'ils nous ont pris à toutes les deux. L'idée était terrifiante et exaltante. Après 20 ans de silence et de secret, la vérité serait enfin dite à voix haute. Es-tu sûr? Demandai-je. Une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Lily prit ma main, nos doigts identiques s'entrelaçant. J'en suis sûr. Certains secrets ne devraient pas rester enfouis, et je pense que nous avons toutes les deux besoin de cette conclusion pour avancer. En regardant dans ses yeux si semblables à ceux de Tyler, mais sertis dans un visage qui faisait écho au mien, j'acquiesçai. Alors faisons-le ensemble.
Après notre décision d'affronter mes parents à leur gala d'anniversaire, Lily et moi avons passé les 2 semaines suivantes à planifier méticuleusement. Nous étions assises dans ma chambre d'hôtel à Seattle, des boîtes de plats à emporter éparpillées sur le lit, pendant que je dessinais le plan de la vaste maison coloniale de mes parents sur du papier à en tête de l'hôtel. La salle de bal principale est ici, dis-je, marquant un X sur le plan sommaire. Papa a converti la piscine intérieure il y a des années pour les événements caritatifs de maman. Ils auront au moins 100 invités, tous sur leurs 31. Lily étudia le dessin, rentrant une mèche de cheveux noirs derrière son oreille exactement comme je le faisais en me concentrant. À quelle heure porteront-ils le toast? Cela semble être le moment parfait. Connaissant maman, elle le programmera pour exactement 20h30. Elle chronomètre ses événements à la minute près. J'ai affiché l'invitation officielle sur mon téléphone papier cartonné crème épais, numérisé pour mes archives. Richard et Catherine Wilson ont l'honneur de vous convier à célébrer 40 ans de mariage. L'ironie ne nous échappait à aucune des deux. Un mariage construit sur les apparences, célébrant sa longévité tandis que les dommages qu'il avait causés planifiaient leur vengeance. Ils n'ont aucune idée que tu viens, n'est-ce pas? Demanda Lily. Aucune. Je ne réponds jamais à ces invitations. Ils seront choqués de me voir, et encore plus avec toi. À mesure que notre planification s'approfondissait, notre enquête sur ce qui s'était passé exactement il y a 20 ans aussi. Les talents de recherche de Lily se révélèrent extraordinaires, un autre trait qu'elle n'avait pas hérité de moi. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, dit-elle un soir, son ordinateur portable brillant dans la chambre d'hôtel faiblement éclairée. Le testament de ta grand-mère Elisa. C'est un document public. Je m'assis à côté d'elle, nos épaules se touchant. Qu'y a-t-il à ce sujet? Elle a créé un trust spécifiquement pour les futurs enfants d'Emma Wilson. Étais-tu au courant? Je secouai la tête. Non. Après qu'elle ait essayé de m'aider pendant ma grossesse, papa a limité mes contacts avec elle. Elle est morte quand j'étais à l'université. Eh bien, selon ses archives, le trust a été dissous et intégré à quelque chose appelé la fondation de la famille Wilson 3 ans après sa mort. Ton père en était l'exécutif. La prise de conscience me frappa comme un coup physique. Il t'a volé. De l'argent qui t'était destiné. Il l'a juste pris. L'expression de Lily se durcit. Ajoute ça à la liste des choses pour lesquelles il doit rendre des comptes. Notre quête de réponse nous mena à Phoenix, en Arizona, où un détective privé avait localisé Tyler Adams. Mon estomac se noua d'anxiété alors que nous attendions dans un café tranquille près de son lieu de travail. Que penserait-il de moi après toutes ces années? Croirait-il que j'avais abandonné notre bébé volontairement? L'homme qui franchit la porte était à la fois familier et étranger. Le visage de garçon de Tyler avait mûri, des rides au coin des yeux, ses cheveux noirs coupés courent maintenant au lieu du style hirsute qu'il portait adolescent. Il s'arrêta net quand il me vit, la reconnaissance et l'incrédulité traversant ses traits. Emma? Sa voix était plus profonde que dans mes souvenirs. Salut, Tyler. Je me tenais maladroitement, ne sachant si je devais le serrer dans mes bras ou lui serrer la main. Merci de nous rencontrer. Ses yeux se tournèrent vers Lily, s'écarquillant légèrement alors qu'il observait ses traits, ses yeux dans mon visage. C'est. Je suis Lily, dit-elle en tendant la main. Ta fille. Nous trois avons parlé pendant des heures. Tyler décrivit comment mon père s'était présenté à l'appartement de sa famille quelques jours après mon départ, accompagné d'un policier. Il a dit qu'il pouvait m'accuser de viol sur mineur, même si nous avions tous les deux 17 ans. Il a dit qu'il s'assurerait que je n'entre jamais à l'université, que je n'obtienne jamais un emploi décent. Les mains de Tyler se crispèrent autour de sa tasse de café. Mes parents étaient terrifiés. Papa venait de perdre son emploi. Maman était malade. Quand ton père a offert de l'argent pour la réinstallation, ils l'ont pris. Savais-tu que j'étais enceinte, demandai-je, la question qui m'avait hanté pendant 20 ans. Tyler secoua la tête, la douleur évidente dans son expression. Je n'en avais aucune idée. Au moment où j'ai entendu des rumeurs, nous étions à l'autre bout du pays, et mes appels chez toi étaient bloqués. J'ai essayé, Emma. Mon Dieu, j'ai essayé de te joindre. Une autre relation détruite par la manipulation de mon père. Alors que nous continuions à démêler le passé, j'ai contacté mon frère, Michael, dont j'étais séparé et qui était parti à l'université pendant ma grossesse. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, pas depuis qu'il avait pris le parti de nos parents lors de la dispute au sujet de mon livre de photographie.
À ma surprise, il accepta de me rencontrer dans un dîner à mi-chemin entre Boston et sa maison du Connecticut. La conversation fut tendue au début, son scepticisme évident. « Tu as toujours eu un penchant pour le drame, Emma, dit-il, remuant sans fin son café. Es-tu sûre de ne pas exagérer ce qui s'est passé ?» Je fis glisser un dossier sur la table, des copies des faux papiers d'adoption, des dossiers médicaux de Pisseful Horizon, les documents que nous avions rassemblés sur le trust détourné de grand-mère Elisa. Je n'ai pas imaginé ça, Michael. Ils ont effacé mon enfant de notre histoire familiale et mentent à ce sujet depuis 20 ans. Il examina les documents en silence, son expression s'assombrissant. Bon sang, marmonna-t-il finalement. Je savais que papa pouvait être contrôlant, mais ça. Il y a plus, dis-je doucement. Maman a gardé un œil sur Lily toute sa vie. Elle a des photos d'école, des bulletins scolaires, des informations médicales, tout en me niant toute connaissance de ma propre fille. Michael se passa une main sur le visage. Ça explique l'armoire verrouillée dans le bureau de papa. Il m'a presque arraché la tête quand j'y suis allé chercher des timbres Noël dernier. Il hésita. Je peux te faire entrer dans cette armoire. Et je peux vous faire entrer toutes les deux à la fête d'anniversaire sans qu'il le sache à l'avance. Pourquoi nous aiderais-tu, demandai-je, méfiante après des années de distance. Ses yeux rencontrèrent les miens, le regret évident. Parce que papa a toujours dit que tu avais fait une dépression nerveuse en terminale. Je l'ai cru. J'aurais dû remettre ça en question. J'aurais dû être là pour toi. Avec l'aide de Michael, nous avons découvert que ma mère gardait un album secret de la vie de Lily, photos d'école et informations sur les étapes importantes secrètement achetées à un détective privé qui avait maintenu une surveillance sur la famille Anderson pendant des années. La violation était stupéfiante par son ampleur. Elle t'a observé toute ta vie, dis-je à Lily alors que nous examinions l'album dans l'appartement de mon frère, tout en s'assurant simultanément que je ne pouvais pas te trouver. Lily tourna lentement les pages, son expression indéchiffrable. C'est tellement tordu. Elle voulait savoir des choses sur moi mais ne voulait pas que j'existe dans ta vie. Le contrôle, dit Michael de l'autre côté de la pièce. Ça a toujours été une question de contrôle avec eux. À l'approche du gala d'anniversaire, notre plan prit sa forme définitive. Michael ajouta Lily à la liste du personnel de restauration en tant qu'assistante photographe, tandis que j'entrerai en tant que membre de l'équipe de photographes engagés, mes qualifications professionnelles rendant cela facile à organiser. La veille de l'événement, l'anxiété me submergea. Assise sur le bord du lit d'hôtel, je me pris la tête entre les mains. Et si cela ne faisait qu'empirer les choses, demandai-je. Et si nous ne faisions que créer plus de traumatisme pour tout le monde? Lily s'assit à côté de moi, sa main chaude sur mon dos. Il ne s'agit pas de vengeance, maman. Le mot sonnait encore nouveau et précieux de ses lèvres. Il s'agit de vérité. Les gens qui abusent du pouvoir devraient en subir les conséquences. Nous ne faisons rien d'autre que dire la vérité dans une pièce pleine de gens qui ont été nourris de mensonges. Le lendemain matin, alors que nous nous habillions pour nos rôles respectifs, Lily me tendit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent avec 2 cœurs entrelacés. Un avec sa pierre de naissance, un avec la mienne. Peu importe ce qui se passe ce soir, nous nous sommes retrouvés, dit-elle en m'aidant à l'attacher. C'est ce qui compte le plus. Nous sommes arrivés séparément au country club, mon cœur battant la chamade alors que j'entrais par l'entrée de service, mon sac photo sur l'épaule. 20 ans de silence et de secret étaient sur le point de prendre fin. La salle de bal du country club brillait de richesse et de privilèges. Des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur des tables ornées d'arrangements floraux élaborés dans les tons blancs et or, signature de ma mère. Un quatuor à cordes jouait dans un coin, tandis que le personnel de service circulait avec des flûtes de champagne et des canapés. Je me suis glissé avec l'équipe de photographes, mes accréditations et mon équipement professionnel garantissant que personne ne me regardait à 2 fois. Le photographe principal, ignorant mon lien avec l'événement, m'a chargé de prendre des photos spontanées des invités pendant qu'ils s'occupaient des clichés officiels de mes parents. Ils sont très exigeants, m'a-t-il prévenu. La femme, en particulier, veut que tout soit parfait. Je connais le genre, répondis-je en ajustant mon objectif. À travers le viseur de mon appareil photo, j'observais mes parents parcourir la salle comme des politiciens chevronnés, papa, distingué dans son smoking, les cheveux argentés parfaitement coiffés, riant avec un groupe de juges et d'avocats, maman, élégante en soie couleur champagne, acceptant les compliments sur la perfection de l'événement avec une modestie étudiée.
Ils ressemblaient exactement à ce qu'ils avaient toujours été, polis, prospères, admirés, la façade parfaite intacte, sans aucun soupçon de la destruction qu'ils avaient causée. Je circulais parmi la foule, prenant des photos tout en écoutant des bribes de conversation. Richard est sur la liste restreinte pour la Cour suprême, vous savez, confia un homme aux cheveux argentés à son compagnon. L'annonce est attendue d'un jour à l'autre. Voilà donc ce qui expliquait le moment de cette somptueuse célébration, une autre promotion de carrière, un autre pas sur l'échelle du succès et de la respectabilité qui avait toujours compté plus que tout ou quiconque. Par une entrée de service, j'aperçus Lily dans son uniforme de traiteur, les cheveux tirés sévèrement en arrière, se déplaçant efficacement entre la cuisine et la salle à manger. Nos regards se croisèrent brièvement à travers la pièce, un moment de communication silencieuse avant que nous ne retournions toutes les deux à nos rôles. Une heure après le début de l'événement, ma chance tourna. Maman m'aperçut en train de photographier un groupe de ses amis du club de jardinage, sa flûte de champagne se figeant à mi-chemin de ses lèvres. Elle s'excusa rapidement et s'approcha, son sourire figé mais ses yeux froids de panique. « Que fais-tu ici » siffla-t-elle, me saisissant le coude et me dirigeant vers un coin tranquille. « Tu n'étais pas invité. » Je baissai mon appareil photo, rencontrant son regard fixement. « Je suis la deuxième photographe. » Surprise. C'est complètement inapproprié. Tu dois partir. Ses ongles parfaitement manucurés s'enfoncèrent dans mon bras. Je ne manquerais ça pour rien au monde, mère. 40 ans de mariage, c'est tout un exploit. Presque aussi impressionnant que 20 ans de mensonges. La couleur quitta son visage. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je pense que si. Au fait, les dernières photos d'école de Lily ne lui rendent pas justice, celles de ton album secret. Elle est beaucoup plus belle en personne. Le sang-froid de maman vacilla, ses yeux cherchant à s'assurer que personne n'écoutait. Tu es ridicule. Nous avions convenu de ne jamais discuter. Non, toi et papa aviez convenu. Je n'ai jamais eu le choix. Mais les choses sont différentes maintenant. Avant qu'elle ne puisse répondre, le son cristallin de l'argenterie contre le verre retentit. Papa se préparait pour le toast, attirant l'attention de tous. Les yeux de maman s'écarquillèrent d'alarme. Quoi que tu prévois, ne le fais pas. La nomination de Richard à la Cour suprême. C'est exactement pourquoi cela doit arriver, terminé-je pour elle. Certains secrets ne devraient pas rester enfouis. La foule se tut alors que papa prenait place à la table d'honneur, maman se hâtant à ses côtés, lui chuchotant quelque chose d'urgent à l'oreille. Il fronça légèrement les sourcils mais la repoussa, levant son verre. Catherine et moi tenons à vous remercier tous de partager cette étape importante avec nous, commença-t-il, sa voix résonnant d'autorité judiciaire. Le mariage, comme une carrière réussie, exige un engagement envers les principes, l'intégrité, les valeurs familiales, la volonté de faire des choix difficiles pour le bien commun. Je croisai le regard de Lily de l'autre côté de la pièce et hochai légèrement la tête. Elle disparut dans la cuisine. Alors que papa continuait, l'héritage que nous laissons ne réside pas seulement dans nos réalisations professionnelles, mais dans la famille que nous construisons, les valeurs que nous inculquons à nos enfants. C'était le moment. Je me déplaçai au centre de la pièce, directement dans le champ de vision de papa. En parlant d'enfants, dis-je, ma voix portant clairement, j'aimerais aussi porter un toast. Des murmures parcoururent la foule. Le visage de papa se durcit, mais il était trop habile en public pour faire une scène. Emma. Quelle surprise. Mesdames et messieurs, notre fille nous a rejoints de manière inattendue. Son ton suggérait qu'il s'agissait d'une surprise planifiée et agréable plutôt que d'une embuscade. Je ne suis pas seul, dis-je, alors que Lily émergeait de la cuisine, non plus dans son uniforme de traiteur mais dans l'élégante robe bleue que nous avions emballée pour ce moment. Elle marcha à mes côtés, le menton haut. La ressemblance entre nous était indéniable. La flûte de champagne de maman lui glissa des doigts, se brisant sur le sol en marbre. « Elle te ressemble tellement » murmura-t-elle, le visage exsangue. « Voici Lily » dis-je à la foule désormais silencieuse. « Ma fille. »« Votre petite fille » ajoutai-je en regardant directement mes parents. « Celle que vous m'avez forcée à abandonner il y a 20 ans. Celle dont vous avez nié l'existence tout en la surveillant secrètement toute sa vie. » Le silence était absolu. Le masque judiciaire de papa glissa un instant avant qu'il ne se reprenne, s'avançant vers nous avec un sourire crispé. Emma a toujours eu un penchant pour le dramatique, dit-il aux invités stupéfaits. Peut-être devrions-nous continuer cette discussion en privé.
Plus d'intimité, intervint Lily pour la première fois, sa voix ferme malgré la tension. Bonjour, grands-parents. J'ai attendu toute ma vie pour vous rencontrer, bien qu'il semble que vous m'ayez surveillé à mon insu. Elle brandit son téléphone, affichant des photos de l'album que Michael nous avait aidé à récupérer. 20 ans de mes photos d'école, de dossiers médicaux, de bulletins scolaires, tous collectés par des gens que vous avez payés pour m'espionner, moi et ma famille adoptive. Des halètements et des chuchotements se répandirent dans la foule. Une femme que je reconnus comme la plus vieille amie de ma mère s'avança. Catherine, de quoi parle-t-elle? Le maintien soigneusement construit de maman s'effondra. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Ce n'était ni le moment ni l'endroit quand j'avais 17 ans et que j'étais enceinte non plus, intervins-je. Ou quand vous m'avez envoyé dans cet établissement, ou quand papa m'a forcé à signer des papiers d'adoption alors que j'étais encore drogué après l'accouchement. Papa s'interposa entre nous et la foule, le dos aux invités, la voix basse et menaçante. Tu fais une scène que tu regretteras. Réfléchis à ce que tu fais. J'y ai réfléchi, dis-je doucement. Pendant 20 ans, j'y ai réfléchi. Pendant que vous faisiez progresser votre carrière et mainteniez les apparences, j'ai vécu avec le trou que vous avez creusé dans ma vie. Et maintenant, je découvre que vous avez retenu des informations médicales qui auraient pu aider Lily il y a des années. Informations médicales, une voix aiguë coupa l'attention. Un grand homme à lunettes cerclées de métal s'avança, un collègue de mon père du banc fédéral. Richard, de quoi parle-t-elle? Rien d'important, James, dit papa avec dédain. Un malentendu familial. Lupus, dit Lily clairement. Je présente des symptômes depuis des années. La grand-mère d'Emma, mon arrière-grand-mère, en souffrait, mais cette information a été délibérément tenue à l'écart de mes dossiers médicaux. Des informations qui auraient pu conduire à une intervention et à un traitement plus précoce. Les murmures s'intensifièrent. Une journaliste que je reconnus du journal local prenait des notes, son téléphone enregistrant discrètement dans sa main. La nomination à la Cour suprême, chuchota quelqu'un assez fort pour être entendu. La tête de papa se tourna brusquement vers la voix, la panique traversant ses traits. C'est de ça qu'il s'agit en réalité, siffla-t-il en me saisissant le bras. Tu essaies de me détruire. Non, dis-je en me dégageant. J'essaie de récupérer ce que vous nous avez volé. La vérité. Le personnel de sécurité s'approcha, appelé par quelqu'un dans la foule de plus en plus mal à l'aise. Papa y vit une opportunité. Veuillez escorter ma fille et son amie à l'extérieur. Elle perturbe un événement privé. L'agent de sécurité parut incertain, jetant un coup d'œil entre nous. Monsieur, cela semble être une affaire de famille. Je suis juge fédéral, aboya papa. Faites ce que je dis. À cet instant d'autorité brute, le masque tomba complètement. Les invités virent non pas le juriste respecté mais l'homme contrôlant qui avait orchestré 20 ans de tromperie. Les téléphones enregistraient maintenant, le moment échappant à sa capacité de le contenir. Maman s'avança, surprenant tout le monde. Arrête. Sa voix était à peine audible au début, puis plus forte. Richard, arrête. Elle se tourna vers moi, puis vers Lily, sa façade soigneusement entretenue s'effondrant enfin. Elle te ressemble tellement, murmura-t-elle, tendant une main tremblante vers le visage de Lily avant de la laisser retomber. Je lui avais dit que cela nous reviendrait en pleine figure. Je le lui avais dit. Les agents de sécurité reculèrent maladroitement. La fête était effectivement terminée, les invités chuchotant entre eux alors qu'ils rassemblaient sac à main et veste, désireux d'échapper au drame familial qui se déroulait. Papa se tenait seul à la table d'honneur, regardant son monde soigneusement construit commencer à s'effilocher. La nomination à la Cour suprême qui avait été quasiment garantie était maintenant en équilibre précaire alors que les premiers tweets sur les révélations de la soirée commençaient à circuler. Alors que nous quittions la salle de bal, Michael apparut à mes côtés. C'est fait, dit-il doucement. Pour le meilleur ou pour le pire. Lily glissa sa main dans la mienne. Pour le meilleur, dit-elle fermement. La vérité est toujours préférable. Le scandale éclata à l'échelle nationale en quelques heures. Mon père retira sa candidature à la Cour suprême le lendemain matin, invoquant des « affaires familiales nécessitant mon attention », une formule tiède qui ne trompa personne à l'ère des médias sociaux et des vidéos sur smartphone. Maman s'enregistra dans ce qui fut publiquement décrit comme une retraite de bien-être mais qui était en réalité un centre de traitement exclusif pour l'anxiété et la dépression. La façade qu'elle avait maintenue pendant des décennies s'était effondrée sous le poids de la vérité exposée. Pendant ce temps,
Lily et moi fûmes confrontés à une publicité inattendue. Un reportage local sur l'histoire de nos retrouvailles devint viral, entraînant des demandes d'interview et une attention sur les réseaux sociaux. Nous en déclinâmes la plupart, protectrices de la relation fragile que nous construisions, bien que Lily admît que ses camarades de l'école de cinéma étaient, complètement paniqués, par le drame. Ce n'est pas exactement comme ça que je prévoyais de devenir célèbre, plaisanta-t-elle lors d'un de nos appels téléphoniques quotidiens. De retour à Seattle avec ses parents adoptifs, elle digérait les événements tourbillonnants tandis que j'étais retourné temporairement à Boston. Les réactions familiales se divisèrent de manière prévisible. Le frère de papa, Thomas, appela pour m'informer que je n'étais plus la bienvenue aux réunions de famille pour avoir humilié publiquement ton père. La sœur de maman, Elisabeth, cependant, me contacta avec un message différent. Je me suis toujours demandé ce qui s'était passé pendant ces mois où tu étais absente, dit-elle lorsque nous nous rencontrâmes pour un café. Catherine changeait de sujet chaque fois que je posais la question. J'aurais dû insister davantage. Les conversations les plus difficiles eurent lieu avec les membres de la famille élargie rencontrant Lily pour la première fois, certains l'accueillant immédiatement tandis que d'autres luttaient avec ce que son existence révélait sur la famille qu'ils pensaient connaître. Ma cousine Rebecca résuma la situation lors d'un dîner de famille particulièrement tendu, ce n'est pas seulement que l'oncle Richard et la tante Catherine ont menti. C'est que nous avons tous accepté une version des événements qui n'avait aucun sens si nous y avions vraiment réfléchi. Nous sommes complices aussi. 2 semaines après la fête d'anniversaire, Tyler prit l'avion vers l'Est pour rencontrer Lily convenablement. Nous 3 passâmes une journée maladroite mais réparatrice ensemble à Boston, reconstituant les vies séparées que nous avions vécues et les liens qui ne pourraient jamais être rompus. Elle a ton œil artistique, dis-je à Tyler alors que nous regardions Lily photographier le port au coucher du soleil. Et ton entêtement, répondit-il avec un sourire. Tu te souviens quand tu as insisté pour grimper sur ce château d'eau pour obtenir la photo parfaite du lever du soleil? Tu étais terrifié à l'idée qu'on se fasse arrêter. On a failli. Ces moments de souvenirs partagés créèrent des ponts à travers le vide de 20 ans, aidant Lily à comprendre les personnes qu'avaient été ses parents biologiques avant que l'intervention du juge Wilson ne déchire leur vie. Les conséquences juridiques se déroulèrent progressivement. Une enquête sur la conduite judiciaire de mon père révéla un schéma troublant d'utilisation de sa position pour manipuler des affaires de tribunal de la famille. Un journaliste découvrit 3 autres cas où il était intervenu dans des adoptions impliquant des familles éminentes, scellant des dossiers de manière inappropriée et dirigeant les résultats depuis les coulisses. Il ne s'agit pas d'un drame familial unique, concluait le rapport d'enquête. Il s'agit d'un abus de pouvoir judiciaire affectant plusieurs jeunes femmes et enfants vulnérables. Les conclusions du Conseil de révision judiciaire conduisirent finalement à la radiation de mon père du barreau, une chute spectaculaire pour un homme autrefois considéré comme un candidat à la Cour suprême. Il se retira dans leur maison de vacances dans les Berkshires, refusant tout contact avec moi ou Lily. Pendant ce temps, Michael nous aida à pétitionner pour récupérer le trust que grand-mère Elisa avait établi, que Richard avait détourné vers sa fondation. Le tribunal statua en notre faveur, restituant des fonds qui avaient été destinés à Lily depuis le début. Je veux l'utiliser pour aider les jeunes mères, suggéra Lily lors d'un appel à 3 avec moi et David et Suzanne Anderson. Créer une fondation soutenant les adoptions éthiques et la réunification familiale. C'est parfait, dit chaleureusement Suzanne. Les Anderson avaient été remarquablement solidaires tout au long du bouleversement, suffisamment sûrs de leur relation avec Lily pour embrasser l'extension de sa famille plutôt que de s'en sentir menacée. Avec ses antécédents médicaux complets enfin disponibles, Lily reçut un traitement approprié pour sa condition, dont les premiers tests confirmèrent qu'il s'agissait bien d'un lupus. Si nous avions connu vos antécédents familiaux plus tôt, expliqua son médecin, nous aurions pu commencer le traitement il y a 2 ans, lorsque les symptômes sont apparus pour la première fois. La connaissance que la tromperie de mes parents avait directement affecté la santé de Lily cimenta ma résolution de maintenir la séparation avec mon père, bien que mes sentiments à l'égard de maman fussent plus compliqués. 6 mois après la confrontation, elle me contacta par l'intermédiaire de Michael. Elle a suivi une thérapie intensive, me dit-il au téléphone. Elle veut vous rencontrer, toi et Lily. Elle dit qu'elle a des choses à vous dire à toutes les 2. La rencontre eut lieu dans un lieu neutre, une salle privée d'un salon de thé tranquille à mi-chemin entre Boston et le Connecticut. Maman avait l'air différente, plus mince, moins parfaitement composée, plus humaine en quelque sorte, sans les vêtements de marque et l'apparence soigneusement entretenue qui avait été son armure. Merci d'être venu, dit-elle lorsque nous entrâmes, se levant avec incertitude. Toutes les 2. La conversation fut douloureuse et hésitante.
Maman expliqua comment elle s'était justifié leurs actions au fil des ans, se convainquant qu'ils protégeaient mon avenir, que l'adoption fermée était plus propre, que la connaissance ne ferait que blesser tout le monde. J'avais tort, admit-elle, des larmes coulant sur son visage. Je savais que c'était mal même à l'époque, mais j'avais trop peur de perdre votre père, de perdre notre position dans la société. J'ai choisi la lâcheté. Avez-vous jamais considéré ce que je ressentais, demandai-je, ma voix se brisant. Perdre mon enfant? Me faire dire de prétendre que cela n'était jamais arrivé. Je me disais que tu oublierais. Que tu passerais à autre chose. Mais ensuite, je ne pouvais pas oublier non plus. Elle se tourna vers Lily. J'ai commencé à recevoir les mises à jour pour me convaincre que tu étais heureuse, que tu t'épanouissais, que notre décision était justifiée. Mais te voir grandir en photo tout en regardant Emma souffrir. Je savais. J'ai toujours su que nous avions fait quelque chose d'impardonnable. Est-ce pour cela que tu as gardé l'album caché à papa, demandai-je. Elle hocha la tête. Il voulait une rupture complète. Disait que c'était dangereux de maintenir un lien, même unilatéral. Mais je ne pouvais pas lâcher complètement. À ma surprise, Lily tendit la main sur la table et prit la sienne. J'ai eu une belle vie. Mes parents m'aimaient complètement. Mais Emma méritait de me connaître, et je méritais de la connaître. Ce choix n'aurait jamais dû nous être enlevé. Non, acquiesça doucement maman. Il n'aurait pas dû. Quant à papa, son jugement vint plus tard et avec plus de réticence. Après des mois de silence, il demanda une entrevue privée avec moi. Pas de Lily, pas de Catherine, juste nous deux dans le bureau de la maison où j'avais grandi. Il avait vieilli considérablement, le juge puissant maintenant diminué sans sa position et son autorité. Quand j'entrai, il se tenait près de la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. « Tu as tout détruit ce que j'ai construit », dit-il sans se retourner. « Tu l'as détruit toi-même », répondis-je calmement. « Chaque fois que tu as choisi ta carrière et ta réputation plutôt que la décence humaine la plus élémentaire. » Il se tourna alors, la colère fulgurant. « Je te protégeais. 17 ans, non marié, avec tout ton avenir devant toi. Ce n'était pas ton choix à faire. Les parents font des choix pour leurs enfants tout le temps. Pas comme ça. Pas par la force. » La discussion tourna en rond jusqu'à ce que l'épuisement s'installe. Finalement, il s'affaissa dans son fauteuil en cuir, l'air vaincu. « Je pensais que je te protégeais, » dit-il, sa voix plus faible. « Ta mère n'arrêtait pas de dire que nous faisions une erreur, mais je l'ai convaincue. J'étais si certain de savoir ce qui était le mieux. Tu te protégeais toi-même, le corrigeai-je. Ta carrière, ta réputation. » Il ne le nia pas. Après un long silence, il demanda, « Est-elle, semble-t-elle heureuse, Lily ?» Oui. Malgré tout, elle est remarquable. Elle te ressemble. L'aveu sembla lui coûter quelque chose. Dans les vidéos de la fête, comme toi à cet âge. Ce n'étaient pas des excuses, pas vraiment, mais c'était une reconnaissance, aussi petite soit-elle, de ce qu'il nous avait pris à toutes les deux. Un an après la confrontation, une paix difficile s'était installée sur notre famille élargie. Ma relation avec mes parents restait compliquée, des progrès prudents avec maman, une formalité guindée avec papa. Mais une nouvelle famille s'était formée autour de Lily, moi, Tyler, les Anderson, Michael, même maman dans ses bons jours, créant un réseau mixte de soutien et d'amour. Pour la remise des diplômes de Lily, nous nous sommes tous réunis une assemblée maladroite mais significative de ses nombreux parents et proches. Alors que nous la regardions recevoir son diplôme en études cinématographiques, Tyler se pencha et murmura, « Elle a pris le meilleur de nous tous, d'une manière ou d'une autre. » J'acquiesçai, pensant au documentaire que Lily filmait déjà sur la réunification familiale et à la fondation que nous avions établie avec le trust récupéré de grand-mère Elisa. Du plus grand traumatisme de ma vie avait émergé ma plus grande joie, non seulement en retrouvant ma fille, mais en la regardant tracer son propre chemin avec clarté et détermination. La scène finale de notre histoire se déroula lors d'une exposition de photographie à New York. Ma nouvelle collection, réunie, présentait des paires de portraits, parents biologiques et enfants séparés par l'adoption ou d'autres circonstances, réunis après des années de séparation. La pièce maîtresse était un triptyque, Lily à 20 ans, moi à 17 ans tenant au nouveau-né, et nous deux ensemble, portant des bracelets assortis avec des cœurs entrelacés. Alors que Lily me présentait avant mon discours, elle capta l'essence de notre parcours. Ma mère m'a appris que si la vérité peut être douloureuse, vivre dans le mensonge est bien plus destructeur.
Certaines familles naissent, d'autres sont brisées, mais les plus fortes sont celles reconstruites sur l'honnêteté et le choix. Je regardais le public, Tyler et les Anderson au premier rang, Michael et sa femme non loin, même maman, assise tranquillement au fond, et je sentis l'achèvement d'un cercle qui avait commencé dans cette salle de bain il y a 22 ans avec 2 lignes roses sur un bâtonnet en plastique. La vérité, acquiesçai-je, étreignant ma fille avant de m'avancer vers le microphone. La vérité est le choix. C'est l'héritage que j'espère que nous laisserons. Que feriez-vous si quelqu'un vous volait 20 ans de lien avec votre enfant? Pourriez-vous pardonner, ou exigeriez-vous justice, quel qu'en soit le prix? Si cette histoire vous a touché au cœur, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour plus de récits puissants, et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien aide à faire connaître plus d'histoires inédites.